GTO, un des animés les plus iconiques de sa génération. C'est simple, c'est sûrement le manga préféré de ton mangaka préféré. Pourtant, malgré sa popularité, l'œuvre possède des secrets dont même certains fans sont passés à côté. Alors que vous soyez l'un des plus grands passionnés ou quelqu'un de totalement inconnu à cet univers, prenez ma main. Car aujourd'hui, je vous fais découvrir toute sa chronologie en vous racontant l'histoire du plus grand des professeurs, Onizuka. Pour commencer, un peu de contexte. Beaucoup pensent que la série commence avec le manga GTO, mais c'est faux. Parce qu'avant ça, deux mangas qui racontent la jeunesse d'Ekishi ont vu le jour. Bad Company, c'est un one-shot, qui raconte comment Onizuka et son meilleur ami Ryuji Danma se sont rencontrés. À la base, Ryuji rejoint un nouveau collège car il s'est fait virer du sien. Un jour, sur le toit d'un vieux bâtiment, il aperçoit une scène. Plusieurs collégiens couchés sur le sol, baignant dans leur sang, et un autre debout en plein milieu. Ce garçon aux cheveux tachés de sang paraissait comme un démon pour Danma, et il se nommait Onizuka. Après cette rencontre, une chose était sûre pour Ryuji. Si un jour il devait se battre avec lui, le perdant de l'affrontement perdra aussi la vie. Alors au départ ils s'entendent mal. Danma a pour seule ambition de se battre avec Ekishi et Onizuka lui il en a honnêtement rien à faire de lui. Mais grâce à leur passion commune ainsi qu'à une flopée de très bons personnages qui leur servira de bande, une amitié va se créer et plusieurs antagonistes vont se mettre en travers de leur route. Ça sera généralement des gangs en apparence bien plus forts qu'eux qui le feront, mais le duo n'aura aucun mal à les battre puisque même séparément, les deux restent extrêmement forts. Et rien qu'à la réputation d'Ekishi, on a une idée d'à quel point il est dangereux. La règle d'or de son collège, c'est éviter tout affrontement avec lui, même si Ryuji ne va vraiment pas respecter cette règle. Dans le manga, on comprend que les deux ont une puissance plus ou moins équivalente puisqu'ils finissent souvent sur des égalités. Alors ensemble, leur force leur permet de vivre une vie assez tranquille, accompagnés de leurs amis. Mais cette vie calme sera bouleversée par l'arrivée de Natsuki. Enfin, je dis vie calme, mais ils sont quand même dans un collège où les élèves tabassent des profs sans pression. Bref, Natsuki, c'est une fille de 18 ans, et pour une bande de collégiens, avoir cet âge-là, c'est déjà être une adulte, et donc être libre. Alors ils vont se lier d'amitié avec elle, s'amuser, boire, conduire et... Ouais, ce golemon s'est écrasé contre un poteau. J'ai pas le permis, j'aurais sûrement fait la même chose. Mais je me moque quand même. Bon, en réalité, c'est pas l'arrivée de Natsuki qui va bouleverser leur vie, mais celle de son petit ami Akira Nezu, un ancien membre de gang qui met des giga revers à sa copine. Alors, pour la sauver de ce tyran, Ryuji va se battre avec Akira. Mais bien que Danma soit extrêmement fort, ça reste qu'un collégien face à quelqu'un de bien plus grand et imposant que lui. Alors le combat tourne vite en faveur de l'antagoniste. Danma se retrouve donc en mauvaise posture et pour le protéger, Natsuki sera obligé de poignarder Akira. Ce geste héroïque lui vaudra tout de même de se faire arrêter par la police. Mais avant d'être emmenée en prison, elle avouera son amour à Ryuji. Et oui, j'esquive pas mal de passages. Mais les deux personnages vont beaucoup se rapprocher à cause de leurs problèmes similaires. Bon, heureusement, c'est pas comme ça que se conclut le manga. Parce que au final, tout finit bien. Natsuki se fait relâcher quelques mois après et retrouve un appartement et un travail à Tokyo. Et le manga s'achève avec toute la bande qui partent lui rendre visite à la capitale. Une magnifique fin, qui ne sonne en fait que le début. Il nous reste encore beaucoup de chemin à faire accompagné de nos deux personnages principaux, car l'amitié entre Ryuji et Ekishi créera un binôme appelé l'Onibaku, c'est la naissance du duo de démons explosifs. Ok, après Bad Company, la suite logique c'est Young GTO. Ce manga se déroule 2 ans après, et on va suivre les deux personnages maintenant devenus des lycéens. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on va surtout les observer essayer de sortir de cette image de délinquant, tout en changeant de lycée pour draguer des filles. Et c'est ainsi qu'on découvre leur principal objectif, qui sera de perdre leur virginité. Voilà. Bon, même si l'objectif de départ est aussi admirable que celui de Rudeus dans Mushoku Tensei, leurs aventures restent extrêmement touchantes grâce aux personnages qu'ils vont rencontrer. Comme par exemple Mariko et Ayumi, deux filles avec qui Onizuka et Ryuji vont avoir une aventure. Elles se feront passer pour des étudiantes et eux aussi, alors qu'en réalité, elles sont profs et que eux, c'est juste des lycéens. D'ailleurs, dans le manga, Onizuka c'est le plus grand mythomane de l'histoire. Et ça donne plein de moments assez drôles. L'humour de ce manga est excellent. L'auteur aurait pu retirer tous les dialogues et je serais quand même capable d'exploser de rire, tellement les dessins et les situations sont hilarants. Je dirais même que c'est le prime de toute la série GTO, mais je vais pas vous faire le résumé de toutes leurs aventures puisque l'histoire a souvent le même schéma. Ils draguent des meufs, ils se ridiculisent devant elles et finissent par rentrer bredouilles. Bien sûr, il y a aussi des passages bien plus sérieux dans l'œuvre, puisque dans ce manga on les voit évoluer sur une période de 3 ans quand même. Par exemple, un des moments les plus marquants serait l'aventure amoureuse que Onizuka va avoir avec Misato Azuki, une fille avec qui il va pour une fois vivre quelque chose de sérieux, une histoire tellement sérieuse que même quand il aura l'occasion de conclure avec elle, il ne le fera pas. Et je vous rappelle qu'on parle de Onizuka quand même. En fait, leur relation est extrêmement complexe, mais tout ça va brusquement se stopper lorsque Onizuka va apprendre une nouvelle surprenante. Et cette nouvelle est qu'en réalité, Misato n'est pas une femme mais un homme. Ce qui rend ce passage marquant, c'est que même en sachant ça, Onizuka ne va pas vouloir la quitter, bien qu'il soit choqué par la nouvelle. Alors celle qui arrête la relation est Misato elle-même, qui juge que
Eikichi mérite mieux qu'elle qui lui a menti pendant tout ce temps. Cet événement fait partie de la lignée des moments sérieux de cette œuvre, mais le manga est généralement plus basé sur l'humour. Même la fin est un peu goofy. L'œuvre se termine avec Ryuji Danma et Eikichi Onizuka qui en ont marre de leur réputation en tant que l'Onibaku Kambi. Ils vont donc décider de s'en aller de Shonan, la région où ils se sont fait connaître, et pour cela ils organisent une bagarre qui sera orchestrée afin que tous les plus gros gangs de leur secteur puissent assister à l'affrontement. Le plan c'est que Ryuji et Onizuka se battent entre eux et qu'ils finissent par fake leur mort pendant le combat. Et ok, si vous trouvez ce plan chelou, vous avez bien raison, mais ça a quand même fonctionné. Ils quittent donc Shonan et tous ceux qu'ils ont connus là-bas, et c'est comme ça que se finit leur aventure. Enfin, ça c'est ce que j'aurais dit si la suite n'avait jamais existé. Alors préparez-vous à un saut dans le temps, car maintenant on va débarquer dans l'œuvre que cette fois-ci tout le monde connaît, GTO. Ok, disclaimer avant de commencer. Je vous préviens, il y aura des giga raccourcis et je vais sûrement skip plusieurs arcs, histoire de résumer l'essentiel. Je vais parler de ceux que je trouve selon moi les plus importants, mais comme je le fais de façon assez arbitraire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si un arc manquant aurait mérité d'être dans la vidéo. Notre histoire commence avec le nouveau rêve d'Eikichi Onizuka, son ambition étant de devenir professeur, et pas n'importe lequel des enseignants, mais le plus grand professeur du monde. Non pas pour enseigner des maths ou de l'histoire, mais juste parce que c'est un putain de pointeur. Et oui, à la base ses motivations sont pas très glorieuses. Le personnage est un bien gros détraqué et on le comprend dès les premières minutes de l'œuvre. Pendant que Onizuka nous fait du Onizuka, d'un coup, deux mecs arrivent. Ils ont pour but de le racketter mais sont tombés sur la mauvaise personne. Eikichi les met rapidement un coup de pression et les rackette aussi à son tour. C'est à la fin de cette altercation qu'on retrouve Ryuji Danma. Et oui, certains personnages du préquel réapparaissent dans GTO. Danma est ici pour emmener Onizuka dans le lycée où il va devoir enseigner en tant que professeur remplaçant. Et c'est dans ce même lycée qu'il fera la rencontre de sa nouvelle classe, qui est remplie de mecs. Bon, du coup, son rêve d'être avec des lycéennes est vite brisé. Mais la dinguerie, c'est que la répartition des classes de ce lycée a vraiment eu 0 sur 20, quand tu te rends compte du nombre de meufs qu'il y a dans ce bahut. Après, j'ai dit aucune meuf, mais il y en a dans sa classe. Le seul problème, c'est qu'elles sont juste éteintes. À part une, et son nom c'est Nanako. Et ce personnage, on va le retrouver bien plus tard. Parce qu'après son cours, Onizuka la retrouve dehors en train de pleurer. Elle a en fait fugué à cause de problèmes familiaux et elle demandera même à son professeur de dormir chez lui pour la nuit. Et bon, Eikichi, vous commencez à le connaître. Vous savez déjà qu'il va refuser directement. Il accepte. 16 ans. 16 ans. Non, je répète parce que bon, elle se retrouve chez lui et elle commence même à lui faire des avances. Et retirez votre main de votre falzar parce que en réalité, c'était un piège. En fait, d'autres camarades de sa classe étaient cachés pour prendre des photos de l'acte, dans le but de lui faire du chantage. Du coup, Eikichi, il est bien dégoûté de ce qui vient de se passer. On lui demande 1 million de yens et ça lui a scam son rêve. Mais Onizuka aura l'occasion de se venger très peu de temps après, parce que quelques heures plus tard, on retrouve les mêmes élèves qui l'ont piégé. Mais cette fois-ci, c'est eux la victime, puisqu'ils sont rentrés dans le territoire de Yakuza. Heureusement pour eux, Onizuka vient les sauver in extremis grâce à son passé douteux. Tous les Yakuza le connaissent et le respectent. Du coup, c'est pas très compliqué de les sortir d'affaire. Alors bon, à ce moment-là, on pourrait se dire que c'est cool, il va faire le bon et oublier tout ce que ces lycéens lui ont fait subir. Il va aller torturer pour se venger. Il va saupoudrer ça d'une bonne petite morale, qui va étonnamment marcher, puisque après l'incident, les 3 lycéens sont devenus beaucoup plus sages et font maintenant preuve de respect envers Onizuka. Guettez, ils font même le ménage dans le lycée. Bon, après que ce problème se soit arrangé, Nanako revient étonnamment vers Eikichi, dans le but de l'inviter cette fois-ci chez elle. Et si vous pensez qu'il va accepter, vous vous trompez. Non, c'est bon, j'arrête avec cette blague. Comme d'hab, il apprend pas de ses erreurs et accepte. Mais cette fois-ci, c'est pas un traquenard, puisqu'elle a pour ambition de parler avec son professeur de ses vrais problèmes familiaux. En fait, Nanako a un véritable background bien triste. Elle est dans une famille qui est soudainement devenue riche, et paradoxalement, cette nouvelle fortune a éloigné les relations de cette famille. Un mur s'est donc créé, et c'est ce même mur qui symbolise la distance qui existe entre eux. Mais bon, après qu'elle ait déblatéré son histoire, la réaction d'Onizuka est étonnante. Sois pas ridicule. Tu vas quand même pas chialer pour un mur, non? Ah oui, ok, il en a rien à foutre. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire, parce que quelques heures plus tard, on le retrouve devant la maison de Nanako, avec un marteau, et il a pris la décision de détruire le mur qui les sépare. Et ça, dans le sens littéral du terme. S'ensuit une séquence où il va fumer la caution des parents de Nanako à coups de marteau. Et c'est pas si mal, puisque après cet acte, la famille a pu se ressouder, grâce à la réparation de ce mur. Onizuka a donc réussi sa mission, même s'il n'a pas utilisé des méthodes
méthode très conventionnelle. Et ce schéma, on l'aura pour une grande partie de l'œuvre. Il y aura toujours un élève avec des problèmes et Onizuka va toujours donner le maximum de lui-même pour le sauver, même si c'est souvent en faisant n'importe quoi. Mais maintenant qu'il a réussi à calmer tous les élèves turbulents qu'il a pu croiser dans cet établissement, il va devoir quitter ce lycée. Vous allez me demander pourquoi? Bah c'est assez simple. Pour réellement devenir professeur, à la base faut passer des concours. Et le problème avec Onizuka, c'est qu'il n'a même pas le niveau scolaire nécessaire pour les réussir. Ça reste quand même un mec qui faisait que de draguer et de se battre quand il était plus jeune. Heureusement, Ryuji ce GOAT lui donne une solution pour qu'il continue d'exercer son métier. Et cette solution, c'est de devenir professeur dans un lycée privé. Là-bas, il ne demande pas de passer de concours, il suffit juste de passer un entretien pour être pris. Alors, rempli d'enthousiasme, Eikichi se rend dans un nouveau lycée. Et sur le chemin, il fait la rencontre de Azusa Fuyutsuki, une autre enseignante qui veut passer l'entretien comme lui. Le problème, c'est qu'à l'instant, elle est en train de se faire agresser par un mec trop chelou Je sais pas trop ce qu'il fait en fait. Mais ok, comme bon gentleman, Eikichi va juste faire fuir le détraqué qui était en train de l'agresser. Et bon, ça aurait pu finir comme ça. Mais la poisse d'Eikichi, vous commencez à la connaître. Et vous imaginez bien que c'est pas ce qui va se passer. Alors l'enseignant arrive enfin dans le lycée où il est appelé pour passer l'entretien. Et mauvaise surprise, il retrouve le pervers du bus. C'est en fait le sous-directeur de l'établissement. Et pour ne pas arranger la situation, il sera aussi celui qui va faire passer l'entretien à Eikichi. Comme on s'y attendait, Hiroshi, ouais c'est son nom, va juste vouloir le ridiculiser pendant toute la durée de l'entretien. Même si Onizuka fait pas d'effort lui aussi. À la fin de l'entretien, l'enseignant est déprimé. Il est sûr et certain de ne pas être pris et c'est dans cet état qu'il rencontre Ryoko Sakurai, une cantinière à qui il va se confier. Et c'est dans cette discussion qu'on entend les réelles intentions de Onizuka, qui voulait être enseignant pour devenir le professeur qu'il a toujours rêvé avoir quand il était plus jeune. Et oui, on est très loin du professeur qui voulait draguer ses élèves. D'ailleurs, à aucun moment l'enseignant est réellement un pointeur, comme j'ai souvent dit dans cette vidéo. Il a parfois des comportements assez chelous, mais c'est souvent justifié par quelque chose d'assez logique. Mais vu que c'est pas le sujet de cette vidéo, si vous voulez approfondir ça, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo là. Bon, pour revenir à notre histoire, la discussion avec la cantinière sera interrompue par l'arrivée de 3 élèves. Ils arrivent mécontents et ont pris la décision de se battre avec le sous-directeur. Car comme pour Onizuka, Hiroshi les a rabaissés par le passé. Ils sont donc là pour se venger, mais avant qu'ils ne fassent de mal à qui que ce soit, Eikichi s'interpose pour protéger la victime, qui au final ne l'est pas vraiment. Puisque comme je l'ai déjà dit, s'ils sont aussi mécontents, c'est parce que Hiroshi les traite comme des délinquants. Et quand notre protagoniste comprend ça, sa réaction est, comment dire, spéciale. Oui, il lui a mis un German suplex. Et bien évidemment, après ce qu'il a fait, il part du lycée en sachant pertinemment qu'il n'a aucune chance de se faire embaucher. Enfin, ça c'est ce qu'il pensait puisqu'il se fera tout de même recontacter quelques jours après. C'est Fuyutsuki qui l'appelle pour lui dire que s'il arrive au plus vite devant le lycée, il se fera engager. Et c'est ce qu'il va faire. Mais problème, quand il arrive, la seule personne qu'il aperçoit est la cantinière de l'autre fois. Le futur professeur ne comprend pas ce qui se passe et demande des explications. Et c'est ce qu'il va avoir. En réalité, la cantinière n'en est pas vraiment une. Elle est en fait la directrice du lycée et en gros, les discours de Onizuka l'ont ému et elle pense qu'il pourrait devenir le professeur parfait pour une classe bien précise de l'établissement. Et vu comment elle le dit, on pourrait s'attendre au pire. Et on a bien raison puisqu'elle a décidé de lui donner la classe la plus crainte de tout l'établissement, la 3e 4. Alors déjà pour un prof qui voulait gérer des lycéennes, c'est pas ouf vu que c'est déjà des collégiens et en plus c'est la classe avec les pires caïds. Mais le truc c'est que en fait à première vue ils sont extrêmement calmes. Alors sa première journée en tant que prof dans ce nouvel établissement se passe bien, ou plutôt c'est ce qu'il pensait, jusqu'à ce qu'il rencontre Noboru Yoshikawa, un élève de la 3e 4 qui se fait harceler par ses camarades. Un soir à cause de tout ça, il va essayer de se... Mais Onizuka sera présent pour le sauver, en sautant avec lui. Ouais, le réalisme de la série a disparu lors de cet épisode, et on pourrait croire qu'ils sont retombés sur quelque chose de mou ou quoi, hein. Mais non, ils vont s'écraser contre une voiture et n'avoir aucune séquelle. Ouais, bon, on laisse tomber le réalisme. De toute façon, c'est la voiture du sous-directeur qu'ils ont écrasée. Du coup, on s'en fiche un peu. Bon, après l'incident, on en apprend un peu plus sur son histoire. En fait, il s'est fait intimider par des filles de sa classe. Et vu que c'est des filles, bah il peut pas vraiment en parler. Sinon, les gens se moqueront de lui. Mais là, il est tombé sur un prof pas comme les autres. Il va pas se moquer, mais plutôt lui promettre cela. Voyons les choses autrement. J'aimerais tous les
les jours être heureux d'aller à l'école, d'assister aux cours. Pas de problème, tu le seras. Hein? Avec ma méthode d'enseignement, les cours vont devenir très intéressants. Le problème, c'est que Onizuka ne devrait pas s'inquiéter pour Yoshikawa, mais plutôt pour lui, car sa classe commence à faire des trucs bien malveillants alors qu'il paraissait si calme. Genre faire des montages photos de lui en train de faire du... Ouais, bon, ses élèves ne sont peut-être pas si sages qu'ils en ont l'air. S'ensuit la recherche du coupable, et Onizuka va découvrir que c'est un de ses élèves nommé Yoshito Kikuchi qui a créé toutes ces photos compromettantes. Et maintenant qu'il a découvert le coupable, on pourrait s'attendre à ce qu'il le sanctionne. Mais non, il lui demande carrément de faire d'autres montages photos. J'ai vraiment l'impression que tout ce qu'il fait est aléatoire. Mais après, au final, cette demande est tellement aléatoire que Kikuchi va trouver ça drôle et va commencer à respecter son professeur. Me demandez pas pourquoi, je pourrais pas vous répondre. D'ailleurs, il y a pas que Yoshito qui commence à l'apprécier, mais toute la 3ème 4, ou presque. Certains ont toujours la haine contre Onizuka et on sait toujours pas pourquoi. En plus, les détracteurs d'Ekishi commencent même à s'en prendre aux élèves qui aiment bien Onizuka. La première victime étant Yoshikawa, qui se faisait déjà harceler, mais cette fois-ci de façon encore plus hardcore. Tout cet harcèlement va encore le pousser à faire une tentative de... Ouais, c'est la 2e fois en l'espace de 2 jours, mais comme pour la première tentative, son professeur est encore une fois là pour le sauver. Ah, et au passage, ils vont encore une fois bousiller la voiture du sous-directeur. L'auteur doit vraiment pas kiffer ce perso pour faire ça à chaque fois. Bon, vu que c'est la 2e fois qu'il sauve le même élève harcelé par les mêmes personnes, le Great Teacher va décider d'aller régler le problème, en confrontant directement les filles qui l'ont violenté. Et on nous révèle que c'est une fille appelée Anko Uehara, ainsi que d'autres filles qui sont les coupables. Alors, Ekishi va leur tendre un piège histoire de venger Yoshikawa, et pour ça, il va se cosplay en meuf. Franchement, il y avait vraiment pas d'utilité à faire ça, mais vous commencez à connaître la logique douteuse de cet anime. Au final, il va se venger en leur donnant des fessées. Ouais, je me rends compte que c'est vraiment un animé de fou et que j'ai regardé ça quand j'avais 10 ans, mais bon. Vous imaginez bien que ce qu'il a fait aura des conséquences. Et justement, ces conséquences ne vont pas prendre tant de temps à arriver que ça, puisque en fait, la mère de Uehara est une haut placée, et elle aura pour seule ambition de faire virer Onizuka. À cause de cet incident, elle va donc créer une assemblée pour voter le renvoi de l'enseignant, mais c'était sans compter sur la réaction du principal concerné, qui reste le mec le plus imprévisible de ce manga. Mais bon, quand on pourrait se dire qu'il ne peut pas se mettre plus dans la merde que ça, il réussit quand même à le faire. Et si la dernière fois il s'était cosplay en e-girl, cette fois-ci il va se cosplay en singe. Encore une fois, cherchez pas à comprendre, ça n'a aucune utilité. Bon, heureusement, quelqu'un intervient. Yoshikawa va montrer à tout le monde que la victime de l'histoire c'est lui, et que Onizuka voulait juste le protéger. Et bon, pour résumer la conclusion de cet arc, tout s'arrange grâce à lui et Ekishi ne se fait pas virer. Et en plus en prime, Yoshikawa ne se fait plus harceler. Bon, après le cas Anko Uehara, on passe à un nouvel arc. C'est un nouvel élève qui va poser problème et son nom c'est Kunio Murai. Ou plutôt, c'est plus Onizuka qui va lui causer des ennuis. Parce que pendant au moins 3 épisodes, Ekishi va essayer de gérer sa daronne. Putain, cet animé est vraiment trop ghetto. Bon, vu qu'il n'y a pas beaucoup de trucs à dire sur ce petit arc, le résumé est simple. Onizuka va donner une leçon à son élève qui reprochait aux adultes d'être trop lâches, vu que son père a abandonné sa mère pour aller acheter du lait. Et la conclusion de l'arc, c'est que Kunio finit par bien s'entendre avec son prof, et tout est bien qui finit bien. Ah oui, et il y a même un moment où ils détruisent la voiture du sous-directeur, c'est toujours cool de le mentionner. Alors, ok, il y a plusieurs arcs qui sont passés, et dans celui de Murai, il n'y avait pas cette dose de sel, il manquait quelque chose. Et cette chose, c'est de l'harcèlement. C'est vrai que ça fait un bail, du coup, c'est qui le prochain à se prendre des chiquettes? La réponse, on l'aura pas longtemps après, puisque c'est dans l'épisode suivant qu'on voit que la prochaine victime, c'est Tomoko Nomura, une élève qui sera obligée de causer des problèmes à Onizuka à cause de son harceleuse, Miyabi Aizawa. Et gardez bien ce nom en tête, parce que c'est l'antagoniste principal de cette œuvre. Et oui, ça a pris 10 minutes pour que je vous en parle, mais c'est pas de ma faute. Elle apparaît peu souvent dans l'animé en vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'elle apparaît, elle prépare des plans de fou, juste dans le but de faire virer Onizuka. Et si vous avez l'impression que ça fait 10 fois que je dis la même chose, bah c'est parce que tous les personnages ont pour but de faire virer Onizuka en fait. Mais elle, pour arriver à cet objectif, elle va extrêmement loin. Ça peut aller à harceler quelqu'un, à aller jusqu'à une tentative de meurtre. Ok, on aura l'occasion
l'occasion de reparler de ça plus tard. Parce que pour l'instant, elle est toujours en train de persécuter Tomoko. Ouais, c'est vraiment une en fait. Heureusement, comme d'habitude, le Great Teacher est là pour sauver cet élève de cette tyrannie. Et pour ça, il va l'aider à reprendre confiance en elle. Pour ça, il va l'inscrire à une sorte de concours de beauté. Oui, comme d'habitude, la solution est plus que approximative. Mais ça fonctionne. Tomoko ne gagne pas le concours, elle floppe même complètement en fait, mais au moins pendant la dernière épreuve, elle réussit à dire tout ce qu'elle a sur le cœur à Miyabi. Elle va même lâcher un giga discours à la Naruto. Tu as toujours été un modèle pour moi. Et même je t'ai toujours considérée comme une grande sœur, ma grande sœur. Bref, malgré le flop intersidéral, elle devient célèbre et acclamée de toutes parts, parce que beaucoup se sont attachés à elle, et son harceleuse arrête de l'harceler. C'est beau la célébrité quand même. Ok, c'est la fin de cet arc, c'est cool, pour la première fois on a vu l'antagoniste de l'œuvre, mais pour l'instant, à part être une bully, elle a rien fait d'extraordinaire. Alors, nous on a besoin d'un véritable antagoniste, un vrai malade mental, et c'est ce qu'on va avoir dans le prochain arc, avec Suguru Teshigawara, le plus gros ravagé de cette œuvre. C'est simple, le frérot c'est un stalker qui espionne Azusa Fuyutsuki. Et miskin quand même, elle attire tous les plus gros détraqués de cette œuvre. Le pire c'est que ce mec c'est un professeur, donc il peut très facilement se rapprocher de Fuyutsuki. Et c'est ce qu'il va faire puisque grâce à sa position, Teshigawara réussit à entendre une discussion de Azusa Fuyutsuki. Dans cette discussion, elle se plaint de ne pas pouvoir se payer un ordinateur. Et en entendant ça, il va prendre la décision de l'inviter chez lui pour lui donner un PC gratuitement. Mais le jour du rendez-vous, c'est pas Fuyutsuki qui s'y rendra, mais Onizuka qui le fera à sa place. Parce qu'un de ses élèves a été arrêté par la police et est actuellement au commissariat. Quand je vous disais que cet animé était trop ghetto, c'était pas pour rien. Bref, maintenant que Eikichi est chez Suguru, beaucoup de choses vont se passer. Et vous savez, Onizuka, je sais pas pourquoi, mais parfois il essaye juste de casser les couilles aux gens qu'il rencontre. Et c'est ce qu'il va faire avec Teshigawara. Et à cause de ça, ils vont se battre. Enfin, c'est plutôt Suguru qui va se battre tout seul, mais bon. Enfin, Eikichi récupère le PC et part, mais Teshigawara ne veut pas lâcher l'affaire. Il a trop la rage de s'être fait humilier comme ça et veut maintenant jouer sur ses relations pour faire virer Onizuka. Je vous l'avais dit que tous les personnages avaient ce but en tête. Et vu que en vrai ce golemon fait pas d'effort pour être pris au sérieux, il y aura pas trop de difficultés à le virer. En fait c'est tellement simple que pour pimenter les choses on va lui proposer un défi. S'il arrive à avoir la meilleure note de tout le Japon à un examen, il pourra continuer d'exercer son métier. Et s'il échoue, ben il ne pourra plus enseigner. Et pour réussir ce défi, il doit donc passer un examen de niveau collège. Et même si on pourrait croire que c'est simple, je vous rappelle que Onizuka ça reste un golemon scolairement parlant. Du coup on voit pas vraiment comment il pourrait réussir. Enfin ça c'était sans compter sur ses élèves qui vont l'aider à réussir cet examen. Alors ok, c'est des collégiens qui vont aider un mec de 22 ans à réussir un examen. Bon heureusement il va recevoir de l'aide de Fuyutsuki. Elle va l'aider à trimer pour réussir le test et ses efforts finissent par payer puisqu'il réussit à obtenir la note maximale à son examen. Il évite donc le renvoi et l'arc se termine comme ça. Mais à la fin quelque chose nous est teasé. On aperçoit un personnage mais aucune autre information nous est donnée. Enfin ça c'était sans compter sur l'épisode suivant, puisque c'est à ce moment-là qu'on va en apprendre un peu plus. Déjà elle se nomme Urumi Kanzaki et c'est le meilleur personnage de l'anime. C'est une élève brillante avec plus de 200 de QI qui va défier plusieurs fois Onizuka, mais vraiment en faisant des dingueries. Exemple, elle va envoyer un cobra mordre son Bazuzu. Et franchement il m'en fallait pas plus, prime de l'humour. Bon, pour pas changer, on apprend qu'elle aussi a un lourd passé, un giga trauma qui a été causé par une de ses profs quand elle était en primaire. Et comme vous le savez, GTO c'est souvent la même chose. Des élèves qui ont été trahis par un enseignant au cours de leur vie et qui veulent juste se venger sur tous les profs vivants sur Terre. Puis Onizuka qui débarque et leur montre que l'école ça peut être cool et que tous les enseignants ne sont pas pareils. Ce qui fait que je vais me permettre de sauter cet arc, histoire d'éviter que la vidéo soit trop répétitive. Et de enfin arriver à celui que je considère comme le plus important, l'arc final, celui de Miyabi Aizawa. Comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, c'est elle l'antagoniste principale de l'œuvre. Et comme je vous l'ai aussi dit précédemment, l'histoire est plus ou moins toujours similaire. Elle aussi a vécu une histoire compliquée avec un de ses professeurs et pour une fois je vais pas skip cette partie de l'histoire. Alors un jour quand elle était en 4ème, une de ses camarades de classe qui était accessoirement une de ses amies est tombée amoureuse de son prof. Le prof en question lui aussi était amoureuse d'elle. Bon, la relation entre
entre ces deux individus étant réciproque, des choses vont se passer. Et à cause de tout ça, ils vont donc avoir un enfant. 14 ans, elle avait 14 ans, et ça vous imaginez bien que ça passe pas. Du coup, l'élève et l'enseignant ont tous les deux eu des problèmes, et l'élève a donc décidé de se à cause de toute la pression qu'elle a subie. Et après la mort de son ami, Miyabi a décidé de se venger envers l'enseignant, quand elle a découvert qu'il avait toujours le droit d'exercer son métier. Et pour le faire, elle a voulu le poignarder, et sa haine envers le corps enseignant était tellement grande qu'elle a aussi essayé de tuer d'autres personnes travaillant dans le domaine de l'éducation. Mais avant qu'elle ne commette l'irréparable, Onizuka va s'interposer, et même prendre la responsabilité de tous les crimes qu'elle a commis. À cause de ça, il se fera donc arrêter par la police à la place de Miyabi Aizawa. Dans le dernier épisode, pendant que Onizuka se fait emmener par la police, elle remercie Ekishi de l'avoir aidé et protégé. En effet, Miyabi a été surprise lorsque Onizuka a pris la responsabilité pour elle. Elle qui pensait que tous les professeurs se révélaient être des lâches lorsqu'un de leurs élèves avait des problèmes, lui demande enfin pardon pour tous les soucis qu'elle lui a causés. C'était donc à cause de tout ce passif qu'elle commettait tous ces actes et qu'elle est devenue une antagoniste. Et on pourrait supposer que cet événement a redonné à Miyabi la capacité de refaire confiance aux adultes. La dernière scène de l'anime nous montre que Onizuka a été libéré très peu de temps après son arrestation et qu'il est devenu professeur aux États-Unis. Et c'est comme ça que ça se finit. Ou plutôt, c'est comme ça que se finit l'anime. En fait, le manga a une fin hyper différente. Déjà, Onizuka ne devient pas prof aux États-Unis et Miyabi continue d'être une antagoniste. L'histoire est aussi beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus longue. Faut quand même se dire que l'anime couvre 14 tomes et qu'il y en a 29. Et c'est la raison de pourquoi j'ai décidé d'aborder que la fin de l'anime et pas celle du manga. Sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue et je serais obligé de réexpliquer des choses que j'ai déjà expliquées. Et en plus, le pire dans toute cette histoire, c'est que la série ne s'arrête pas là. Il y a d'autres mangas qui se déroulent après GTO et j'ai pas trop envie d'en parler parce que la chronologie de cette série, c'est un bordel. Alors, dans la description de cette vidéo, je vous ai mis tous les mangas dans l'ordre dans lequel vous devez les lire, pour ceux qui sont intéressés par le fait de continuer l'histoire. Alors, j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi je veux pas parler du manga. Surtout que le but de cette vidéo, pour moi, c'est surtout de vous faire découvrir l'existence de toutes les autres œuvres de la série. Parce que tout le monde connaît GTO, mais j'ai l'impression que personne n'a entendu parler de Lost Paradise ou de Young GTO. Mais bon, on digresse. Alors pour conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Le but c'est les 10K et on est encore loin, bordel.